Et 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Radio Afrique Santé, les principaux titres à développer. Le Bénin en route pour la mise en place d'une pharmacie publique. C'est l'une des décisions ayant sanctionné le Conseil des ministres du mercredi 13 novembre 2024. Que savez-vous des troubles bipolaires? Cette tendance à vivre les événements de la vie quotidienne avec une profonde tristesse ou un sentiment de bonheur extrême. Restez à l'écoute pour plus de précisions. Que pensez-vous des gadgets sexuels? En a-t-on réellement besoin pour une vie de couple épanouie? On aborde la question dans cette édition. Le sport ne sera pas du reste. Vous aurez le programme détaillé de cette journée en ce qui concerne les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà pour les titres. On se retrouve dans 5 secondes pour le développement. À nouveau, bonjour et bienvenue à tous. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Bomé-Calavi. C'est l'une des informations issues du Conseil des ministres réunis en sa séance du mercredi 13 novembre 2024. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et applications, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leur secteur respectif. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du cadre de vie accompliront les diligences nécessaires à cette fin et veilleront à la bonne exécution des travaux. Wilfried Léandre Rumbedi, selon le point du Conseil des ministres fait par le secrétaire général adjoint du gouvernement, le Bénin a autorisé la signature de la convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme culturel Corridor. La dite convention s'inscrit dans le cadre de la valorisation de sites patrimoniaux d'exception et de développement d'un projet intellectuel, artistique et culturel. Il est destiné à favoriser les échanges et rencontres autour de la jeune création à l'échelle nationale, régionale et internationale. C'est un partenariat entre l'État béninois, l'Agence française de développement, l'Association Centre culturel international de rencontres John Smith et la mairie de Ouidah. Érigé dans le domaine de l'ancien tribunal colonial, un site emblématique du patrimoine béninois, ce centre a vocation essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage avec le public, de mettre en œuvre un projet artistique tourné vers les jeunes talents et de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Le programme Corridor à implémenter sur ce site consistera à agrandir l'espace d'accueil de la bibliothèque du centre pour en faire une grande médiathèque, un espace de formation et de coworking. Il contribuera ainsi à renforcer les dynamiques de développement de la ville en incitant la population, en particulier la jeunesse, à s'intéresser à la culture. Le Conseil a marqué son accord pour la signature de la convention de partenariat tripartite irrelative. Autre point à l'ordre du jour, mercredi, il s'agit de la contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. On écoute à nouveau Wilfried Léandre Rumbedi, porte-parole du gouvernement.
Les sociétés de grossistes répartiteurs ne trouvent pas souvent d'intérêt à importer certains médicaments onéreux ou destinés à soigner les maladies rares, exigeant des traitements spécifiques à cause de leur risque élevé de péremption rapide. De fait, cela limite la disponibilité de certaines classes de médicaments et dispositifs médicaux dans notre pays. C'est pourquoi, dans la droite ligne des réformes majeures engagées pour assurer la disponibilité et l'efficacité des soins de santé au profit des populations, il convient de renforcer l'offre pharmaceutique actuelle pour faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux d'un coût élevé ou présentant peu d'intérêt pour les importateurs. Cette option nécessite la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des ruptures des produits de santé à fort impact sur la santé publique. Aussi, le Conseil a-t-il retenu de créer une officine de pharmacie publique avec un statut particulier qui veillera à assurer la disponibilité quasi permanente des produits de santé utiles à la prise en charge efficace des malades, quelles que soient les pathologies. Dans cette perspective, il est nécessaire que les études de conception architecturale, technique, d'impact environnemental et social, la surveillance et le contrôle des travaux de cet ouvrage soient réalisés avec professionnalisme en vue de la maîtrise d'œuvre complète du projet. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé à cette fin. Une nouvelle en télégramme à présent, réunie pour la 73e session plénière ordinaire du 10 au 13 novembre 2024 à Lokossa. Les évêques du Bénin, regroupés au sein de la conférence épiscopale du Bénin, ont exprimé leur satisfaction face aux efforts du gouvernement du Bénin visant à moderniser le pays. Dans un communiqué rendu public et signé par le président de la CEB, Monseigneur Roger Rombedi, les évêques du Bénin affirment que ces efforts sont rendus visibles par l'amélioration et le développement des infrastructures routières, sanitaires, industrielles et des marchés modernes sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, malgré ces avancées remarquables, des préoccupations majeures persistent et nécessitent des mesures urgentes selon les évêques du Bénin. Ils pensent que de nombreuses familles continuent de ployer sous le poids de la misère et manquent du strict minimum pour leur subsistance. Les cas de dépression et de suicide prolifèrent, de même que les découvertes de corps sans vie dans certaines de nos localités. Les accidents continuent de se produire sur nos axes routiers, déplore-t-il. Face à ces situations inquiétantes, il pense que la responsabilité individuelle et collective de tous est engagée. C'est pourquoi, selon le communiqué, ils invitent le gouvernement, les organisations non gouvernementales, les autorités chargées de la défense et de la sécurité, ainsi que tout citoyen à œuvrer pour la protection des vies, car chaque vie est précieuse aux yeux de Dieu. Ils n'ont pas manqué de saluer les forces de défense et de sécurité du pays pour leur engagement sans condition à assurer la préservation de l'intégrité du territoire national, parfois même au prix de leur vie. Que nous réserve de plus l'actualité au plan national ce jeudi 14 novembre 2024? La réponse avec Carmen Rodéou. On démarre cette actualité nationale par l'arrestation de l'ancien directeur général de la police nationale. L'ex-patron de la police nationale a été interpellé hier mercredi à son domicile. Les raisons de son interpellation sont encore inconnues. Faut-il le rappeler? Ces derniers mois, l'ex-patron de la police nationale Louis-Philippe Rondeyon a fait plusieurs sorties médiatiques au cours desquelles il a opiné sur l'actualité sociopolitique. Il a réagi sur divers sujets tels que la fusion entre la police nationale et la gendarmerie nationale, la mise à la retraite d'office de plusieurs personnels des forces de sécurité et de défense, le kidnapping de Steve Amoussou. Le mardi dernier, le cabinet de l'ancien patron de la police a été alerté à travers un communiqué sur une opération visant à mettre aux arrêts l'ancien flic. Plus tôt dans la journée de ce mercredi, plusieurs sources ont annoncé la présence d'une horde de policiers devant le domicile de Louis-Philippe Rondeyon à Abomey-Calavi. C'est peu après cette annonce qu'est intervenue son interpellation. 11 personnes comparaissent devant la criette pour abus de fonction dans l'affaire Sirat. Hier mercredi, un usager d'un poste de péage, un agent de Ometec ainsi que 9 agents de la Sirat ont comparu devant la criette. Ces derniers sont poursuivis pour collusion avec l'usager afin de permettre le passage de ces camions sans le paiement des frais de péage réglementaires, en échange de quoi les agents s'appropriaient les fonds. Tous les accusés ont plaidé non coupables.
L'affaire a été reportée au 12 décembre prochain. Et pour finir, on parle de l'assassin présumé de Pierre Urbain d'Anivor qui a écrit à Patrice Talon. En détention provisoire depuis 2010 et sans jugement, il implore dans une lettre ouverte le chef de l'État de lui accorder sa clémence et d'intervenir pour sa libération. Il souligne également que 2 décisions de la Cour constitutionnelle béninoise rendues en 2020 et 2021 déclarent que sa détention est contraire à la Constitution. Cependant, déplore-t-il, aucune de ces décisions n'a été suivie d'effet et il demeure en prison sans qu'aucune suite ne soit donnée à son cas. Dans sa lettre, le nommé Kossi Kodjo Alofa exprime sa profonde détresse, mettant en lumière les difficultés inhérentes à sa situation, la douleur d'être éloigné de ses proches et l'incertitude pesant sur son avenir. Il sollicite donc la bienveillance du président afin qu'il se penche sur son cas. 13h10 à Cotonou, même à Kassaton, on aborde la page santé de cette édition. Le cancer du pancréas est une affection qui se déclare dans l'organe situé derrière la partie inférieure de l'estomac. Qu'est-ce que le pancréas? Quelles sont les grandes familles du cancer des pancréas? Quels sont les différents traitements du cancer du pancréas? Le gastro-entérologue Michel Ducreux nous répond. Alors, le pancréas est un organe important qui a 2 fonctions essentielles qui sont assez différentes en fait. La première des fonctions, c'est de gérer un certain nombre d'éléments de la circulation, en particulier le taux de glucose dans le sang. C'est pour ça que quand on a un pancréas qui ne fonctionne pas bien, on a un diabète. Donc le pancréas sert à équilibrer tout cela. Et l'autre fonction, c'est de produire un certain nombre un suc pancréatique qui va aller au niveau du tube digestif et qui va aider essentiellement à absorber les graisses. Alors là encore, il y a 2 grandes familles de cancer du pancréas. La famille la plus fréquente et dont le nombre de nouveaux cas a tendance à augmenter à l'heure actuelle, c'est l'adénocarcinome du pancréas, ce qu'on appelle banalement le cancer du pancréas. Mais il y a aussi d'autres cancers qui peuvent se développer et qui justement se développent à partir des cellules qui sont responsables du contrôle de la glycémie, par exemple, ce qu'on appelle des cellules endocrines, et ce sont les tumeurs neuroendocrines du pancréas, dont le traitement est sensiblement différent de celui de l'adénocarcinome du pancréas. Alors, il existe d'authentiques familles de cancers du pancréas qui sont tout à fait exceptionnelles, donc il ne faut pas avoir extrêmement peur de transmettre ce risque à ses enfants, mais il faut néanmoins avoir recours à ce qu'on appelle des consultations d'oncogénétique lorsqu'il y a plusieurs cas dans une famille. Et puis, on a mis en évidence assez récemment que la mutation de BRCA, qui est une mutation connue pour favoriser le risque de survenue d'un cancer du sein chez les patientes qui en sont porteuses, est également un facteur de risque de développement de cancer du pancréas. Donc là encore, il faut faire des recherches en oncogénétique pour voir si cette mutation existe, pour ensuite vérifier dans le cadre de la famille si elle est présente chez d'autres membres de la famille, en particulier chez les enfants. Alors un cancer du pancréas, si on prend l'adénocarcinome du pancréas, c'est un cancer qui nécessite en fait l'intervention d'à peu près tous les spécialistes de cancérologie digestive, c'est-à-dire que le rôle des radiologues est très important pour déterminer l'extension de la maladie. Et ensuite, sur le plan du traitement lui-même, il y a des formes qui nécessitent une intervention chirurgicale par des chirurgiens spécialisés. Il y a des formes qui nécessitent de la chimiothérapie et dans certains cas également l'intervention des radiothérapeutes. Globalement, les formes les plus localisées, c'est surtout chirurgie et chimiothérapie. Dans des formes un petit peu plus avancées, c'est plutôt chimiothérapie, un peu de radiothérapie. Et dans les formes vraiment avancées, c'est essentiellement de la chimiothérapie qui est utilisée. D'une affection à une autre, je vous l'annonçais en titre, le trouble bipolaire est un état pathologique grave qui provoque des hausses et baisses d'humeur extrêmes et qui influence parfois le quotidien de l'entourage. Un état qui peut nuire à la santé physique et mentale. Dans ce reportage réalisé par Mathilde Aïmoa, on fait un zoom sur cette maladie. Autrefois, appelés psychose maniaco-dépressive, les troubles bipolaires sont le quotidien de bon nombre de personnes aujourd'hui. Changement d'humeur, prise de tête et bien d'autres, autant de mots pour qualifier cet état. Grâce à l'infirmier Fiacre Koujina, nous découvrons encore plus la maladie et mieux encore, les principaux signes. Les signes du trouble bipolaire varient en fonction de l'épisode que traverse la personne. La personne peut être maniaque, hypomaniaque ou dépressive. Alors, comme signe d'un épisode maniaque, l'humeur est anormalement élevée chez la personne. Il y a une augmentation de l'énergie et de l'activité physique. La personne devient mégalomane, c'est-à-dire la personne sent une estime de soi de façon exagérée. Elle bavarde beaucoup. La personne a des pensées rapides. Et la personne a des comportements impulsifs.
Et au niveau de son sommeil, la personne se sent reposée après seulement quelques heures de sommeil. La personne a une distraction facile ou a des difficultés à se concentrer. Alors, si nous prenons les signes d'un épisode hypomaniaque, ces signes sont similaires aux signes d'un épisode maniaque, mais sont moins intenses et ne causent pas de dysfonctionnement majeur. Alors, comme signe d'un épisode dépressif, nous avons une tristesse persistante ou sentiment de vide, d'anxiété ou de désespoir. Il y a une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités habituellement appréciées. La personne est fatiguée ou ressent une perte d'énergie. La personne a des difficultés à se concentrer et à se souvenir ou à prendre des décisions. Il y a un changement au niveau de l'appétit. Soit l'appétit augmente, soit l'appétit diminue. La personne a des troubles de sommeil, peut-être une insomnie ou un sommeil excessif. Il y a un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire les mouvements et pensées de la personne sont plus lents. La personne ressent des sentiments de culpabilité excessive ou d'inutilité. Souffrir d'un trouble bipolaire peut parfois subvenir suite à certains changements, vu l'évolution de la personne et même avec l'âge. Pour en guérir, un suivi particulier permet de reconnaître la maladie et d'apporter une aide aux patients. Quelques conseils sont donc énumérés par le médecin. L'évolution du trouble bipolaire est variable d'une personne à une autre et peut dépendre de plusieurs facteurs tels que la gravité des épisodes, la fréquence des cycles et l'efficacité du traitement. Donc, au début, le trouble bipolaire se manifeste souvent à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Dans certains cas, ça peut apparaître chez les enfants ou chez les personnes plus âgées. Au niveau des cycles épisodiques, il y a certaines personnes qui peuvent connaître plusieurs épisodes par an, tandis que d'autres peuvent avoir des périodes de stabilité prolongées entre les épisodes. Pour aider une personne atteinte de troubles bipolaires, ça peut être difficile, mais un soutien bienveillant et une compréhension des défis qu'elle traverse peut faire une grande différence. Il faut d'abord apprendre sur le trouble bipolaire, c'est-à-dire vous informer sur le trouble bipolaire pour mieux comprendre ses symptômes, son évolution et ses traitements. Cela vous aiderait peut-être à être plus empathique et réagir de manière appropriée au comportement et aux épisodes de la personne. Il faut essayer de lui offrir un soutien émotionnel, c'est-à-dire vous écoutez la personne sans la juger. Vous lui montrez que vous êtes là pour écouter avec patience, sans critiquer, ni minimiser ses sentiments. Vous essayez d'être empathique. Il faut essayer de comprendre ce que la personne traverse, reconnaître ses difficultés et lui offrir des mots de soutien. Il faut souvent rester calme pendant un épisode de manie ou de dépression. Donc, vous gardez votre calme pour aider la patiente ou bien le patient à stabiliser sa situation. Il faut encourager la personne dans son traitement. Vous la soutenez pour qu'elle suive son traitement. Il faut très souvent lui rappeler, gentiment bien sûr, de prendre ses médicaments ou de se rendre à ses rendez-vous de thérapie sans être insistant ou autoritaire. Vous aidez la personne à trouver un professionnel. Si cette personne n'est pas encore suivie par un professionnel, vous lui proposez de l'aider. Essayez d'être conscient des signes de sa crise. Donc, si la personne montre des signes de danger, comme des idées suicidaires, il ne faut pas les ignorer. Il faut essayer de l'encourager à obtenir de l'aide d'urgence ou appeler une ligne d'assistance en cas de crise. Prendre soin de sa santé physique et mentale serait la meilleure des résolutions à prendre afin d'éviter de succomber à des troubles malsains et dangereux pour notre société. On aborde la page société de cette édition. Un beau-parent est une personne qui fait partie de la famille par alliance, comme la sœur de votre mari ou le père de votre femme. Le mariage est ce lien-là qui unit deux familles différentes, mais à quel point une belle famille doit-elle s'impliquer dans la vie d'un nouveau couple? Ola Grassadje a recueilli pour vous quelques avis. La question de la belle famille, au même titre que l'argent, l'une des raisons majeures qui provoque des conflits dans un couple, en fait. Déjà, la base, c'est pendant que vous êtes en amitié ou en cheminement, chaque partenaire doit apprendre à éduquer sa famille. Quand je dis ça comme ça, les gens risquent de ne pas le comprendre. On est dans un contexte africain où, même des familles, après que le fils ou le fils se soit marié, on veut avoir une mainmise sur le couple et tout et tout. Mais c'est un peu comme un enfant. Quand l'enfant atteint un certain âge, le parent n'a plus un rôle décisionnaire. Tout ce qu'il a, c'est un rôle de conseiller. Il émet des suggestions sur ce qu'il juge bon que l'enfant devrait faire sur la base de ses expériences. L'homme et la femme forment une famille différente. Maintenant, le truc avec la belle famille, c'est que la belle famille, quand elle est bien gérée, peut être une réelle bénédiction. Mais quand on donne
la liberté à la belle famille de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, elle peut créer des dégâts considérables. Moi, je pense que le mariage, c'est deux familles qui s'unissent et le couple, c'est deux personnes. Le couple, c'est l'homme et la femme, mais le mariage, c'est deux familles. La famille ne doit pas s'immiscer dans le couple, à moins qu'on leur demande leur avis, à moins qu'on ait besoin de leur aide et qu'on leur raconte le problème, le souci, et qu'ils interviennent. Mais sinon, ils n'ont rien à voir dans notre couple. Pour commencer, je dirais que ce que nos parents ont vécu dans le passé avec la belle famille, il y a eu une évolution en fait. Dans le passé, on remarquait que la belle famille s'impliquait beaucoup plus dans la gestion de vie de couple, où on avait besoin de la vie de la famille pour prendre des grandes décisions dans la gestion d'une vie de couple. Mais avec la modernité, avec l'évolution que nous avons aujourd'hui, et beaucoup de limites ont fait leur apparition en fait. Donc moi je pense que la belle famille peut s'immiscer. Si seulement c'est le problème relève de sa compétence quoi. À mon avis, elle peut s'immiscer, mais dans des situations, pas dans toutes les situations. C'est quand la situation devient un peu grave où les deux ne peuvent pas gérer et que la belle famille peut venir s'immiscer. Voilà, à chacun son avis. Les comportements malveillants englobent un ensemble d'actions et d'attitudes qui visent à nuire aux autres, à manipuler ou à obtenir un avantage injuste au détriment d'autrui. Ces comportements peuvent se manifester sous diverses formes, allant de la tromperie à la violence. La question qu'il faut se poser est de savoir si les comportements malveillants sont-ils influencés par la nature ou par la culture et les expériences de la vie. À cette question, plusieurs personnes ont donné leurs impressions au microphone de Samoui Loukora. Les comportements malveillants ne sont pas influencés par la nature génétique ou par la culture. Je dirais que c'est par les expériences de vie ou par la nature même de la personne. Parce que souvent, on voit des personnes bienveillantes qui mettent au monde des enfants méchants. Vous allez voir un papa très gentil, très ouvert, une maman très gentille, très polie, mettre au monde un enfant sournois, un enfant impoli, un enfant récalcitrant. Et pour d'autres personnes, c'est de par leur expérience. Parce que si vous vivez une certaine expérience, si vous connaissez une certaine expérience de la vie, en fait, vous changez. Je dirais même vous changez. Ce que je dirais par rapport à la malveillance, moi, simplement, c'est que, comme on le dit, tout le monde est bien, normal, sans aucun problème. Mais généralement, lorsqu'on est dans une société, on finit par s'adapter, on copie les comportements et les attitudes des autres. Et je pense que pour ma propre expérience, pour ma petite expérience vécue avec le peu de vie que j'ai eu, le peu d'âge que j'ai et tout, selon moi, c'est plutôt ce que les gens vous envoient comme comportement, vous envoyez en retour aux autres. Ceci dit, c'est selon moi le comportement des autres à l'image de nous qui fait ce qu'on est au fait dans la société. C'est déjà, on a eu beaucoup de coups bas, on a eu beaucoup de mauvaises expériences. Certes, on n'aura pas la même perception du monde. Beaucoup auront tendance à vouloir dribbler les autres à leur profit et tout, ce qui crée forcément des attitudes malveillantes et tout. Je dirais que les comportements malveillants sont plus influencés par le milieu dans lequel chacun vit. Je dis ça parce que si toi tu as vécu dans un milieu où tout le temps il y a la bastonnade, toi tu vas te dire que tout se règle par la force, alors que non. Si c'est que dans ton milieu tout le monde médit des autres, on fait un peu comme si on se moque de la personne, après on vient on rit avec la personne, ou bien on ne fait que poser de mauvais actes. Toi tu vas aussi prendre le pli, c'est pas ta faute. C'est parce que tu as vu faire que toi-même tu as pris ce même pli-là. Je vous l'annonçais en titre, l'utilisation des jouets sexuels est une pratique observée dans de nombreuses relations. Certains les considèrent comme d'excellents moyens d'ajouter du piquant et de la nouveauté à la vie sexuelle d'un couple. Ils permettraient d'explorer de nouvelles sensations, de prolonger le plaisir ou même de découvrir des fantasmes cachés. Quelle est la place de cette pratique épousée par certains et déplorée par d'autres dans le couple? Suivez ce reportage signé Kamen Rodéo. Menottes, fibromasseurs, godemitiers et autres sont des objets de plus en plus utilisés par de nombreuses personnes, jeunes, en couple, célibataires et même mariés. Des personnes rencontrées dans les rues d'Abomey-Calavi livrent leur perception sur l'utilisation de ces objets.
l'utilisation des sex toys dans un couple, ça va pas vraiment faire avancer ce couple-là parce que si l'homme s'applique souvent à utiliser les sex toys sur la femme, finalement, elle va pas vraiment sentir le goût de l'appareil génital de l'homme quand elle va pratiquer le sexe. Elle va plutôt penser que les gadgets, ça procure plus de plaisir que le sexe même. Ni moi, ni ma partenaire n'a jamais utilisé ça. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, les gadgets n'ont pas de place, ils n'ont pas d'importance. Il n'y a pas besoin de ça parce que quand tu t'habitues à un objet, après, quand tu en deviens accro et que tu n'as pas ça. Cette histoire, c'est pas bien. Je n'aime pas. Madame aussi n'aime pas. Et je vois que c'est pas un truc bien du tout. Je ne vois même pas, honnêtement, l'utilité. Je pense que c'est pas un truc vraiment fiable. Ça ne sert vraiment à rien. Les sex toys sont des gadgets plutôt importants pour un couple qui veut pimenter sa vie sexuelle et avoir d'autres expériences sexuelles. Quelle est la place des jouets sexuels dans un couple? Des hommes et femmes mariés s'expriment. Les sex toys gadgets occupent une place importante dans un couple qui est ouvert d'esprit parce que les sex toys sont là de temps en temps pour nous réveiller, pour nous permettre d'avoir d'autres expériences sexuelles. Les sex toys sont là en gros pour amuser la galerie, pour se satisfaire mutuellement. Les sex toys permettent de sortir de la routine. On peut l'utiliser en étant dans le couple avec son conjoint, avec son mari, avec son petit copain. Les jouets sexuels ont une grande place dans la relation de couple. Parce que moi, personnellement, ma femme avait déjà une grande expérience en tout ce qui est relation sexuelle avant qu'on ne se rencontre. Donc, ça ne me gêne pas. Donc, pour la satisfaire, pour tirer mon plaisir également, nous utilisons des jouets sexuels. En tant qu'inconvénient, ça peut parfois créer la dépendance et aussi des problèmes d'infidélité, et aussi des problèmes d'infection parce que ces jouets ne sont pas bien entretenus. Les commerçants de gadgets sexuels ne manquent presque jamais de clients. Combien d'articles sont vendus par jour dans une boutique de Cotonou? Cette vendeuse que nous baptisons Sika confie qu'elle ne peut nous donner un nombre exact. C'est assez demandé. Surtout le fait qu'un ami utilise, il conseille à son autre ami. Souvent les gens m'écrivent, j'ai pris votre numéro chez telle personne, il a acheté tel. Donc surtout les recommandations, ça vient fréquemment. C'est assez demandé, surtout en cette période-là où c'est la fin d'année. Les couples veulent découvrir de nouvelles choses. On en va assez en cette période. Elle nous livre les avantages énumérés par ses clients. Beaucoup de personnes disent qu'ils n'aiment pas la monotonie, la routine. Donc ces objets-là permettent quand même de casser un peu l'ambiance parfois, de pimenter les choses comme ils disent, de faire de nouvelles expériences. Loin des gadgets sexuels, allons à la découverte de ce qui se passe dans le reste du monde et c'est Ola Grace Adjé qui nous aide à faire le tour de l'actualité dans le reste du monde. On commence cette balade internationale par le Somaliland. Mercredi 13 novembre 2024, le Somaliland, république autoproclamée depuis 1991, a tenu sa 4e élection présidentielle. 1,2 million d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur futur dirigeant parmi 3 candidats. Le président sortant, Moussé Bihi, fragilisé par un conflit armé dans le sud-est, Abdirahman Hiro, principal opposant qui a axé sa campagne sur l'unité nationale, et Faisal Ali Warabe, candidat du Parti de la justice sociale. Malgré un climat préélectoral tendu, le vote s'est déroulé dans le calme. Cette élection est considérée comme un test pour la stabilité démocratique du Somaliland qui cherche à renforcer sa reconnaissance à l'international. Les résultats sont attendus pour le 21 novembre, a annoncé la Commission électorale nationale. Direction l'Iran. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, est en visite à Téhéran où il a rencontré ce jeudi des responsables iraniens pour discuter du programme nucléaire de l'Iran quelques semaines avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Toute résolution interventionniste de l'AIEA dans les affaires nucléaires de la République islamique d'Iran fera l'objet de contre-mesures immédiates, a indiqué M. Eslami lors d'une conférence de presse à Téhéran avec le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique Rafael Grossi. L'Iran ne négociera pas sous la pression et l'intimidation sur son programme nucléaire, avait affirmé plus tôt le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi après une rencontre à Téhéran avec le chef de l'AIEA Rafael Grossi.
17 millions de Sri Lankais sont appelés aux urnes ce jeudi 14 novembre pour élire le député à l'occasion des législatives anticipées convoquées au lendemain de l'investiture du nouveau président Anura Kumara Dissanayaka, élu le 21 septembre 2024. Des élections décisives qui pourraient remodeler le paysage politique du Sri Lanka 2 ans après la faillite qui a conduit à une mobilisation massive, des émeutes et la chute du président Rajapaksa. Et pour finir, à Baalbek, au Liban, des frappes ont touché les abords immédiats des riches vestiges romains et endommagé des églises. D'autres sites antiques à Tyr et Byblos sont menacés. Le comité spécial de l'UNESCO chargé de la protection des biens culturels en cas de conflit armé tiendra une session extraordinaire consacrée au Liban le 18 novembre. Le sélectionneur du Bénin, Guénoro, a exprimé sa déception face à l'absence de certains de ses joueurs clés pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre le Nigeria et la Libye. En effet, il sera privé du quatuor composé de Cédric Rontondi, Olivier Verdon, Matteo Arlenvi et David Kiki pour ces matchs cruciaux, comptant pour les 5e et 6e journées des phases qualificatives. Le technicien franco-allemand est néanmoins optimiste quant au fait que son équipe saura faire face à l'absence de ses joueurs clés. Il nous manque des joueurs clés, mais on fera sans eux. Dans l'As, on aura aimé voir Cédric et Olivier avec nous, mais ils ne sont pas là, a déclaré Ross ce jeudi en conférence de presse d'avant-match. Les Guépas occupent actuellement la 2e place du classement dans le groupe D avec 6 points. Après 4 matchs, ils accueilleront les Super Eagles dans un derby ouest-africain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce jeudi, le dernier match de qualification du Bénin contre la Libye aura lieu 4 jours plus tard. 9 rencontres au programme se jouent donc dans le groupe D. Le Bénin reçoit le Nigeria, une rencontre délocalisée en Côte d'Ivoire pour une confrontation qui s'annonce décisive pour les Guépas. Dans les autres matchs du jour, le Rwanda, toujours en course pour la qualification, reçoit la Libye, toujours dans ce groupe D. Le choc de la journée opposera le Sénégal aux étalons du Burkina Faso, un match pour la première place puisque les 2 équipes sont déjà qualifiées dans cette même poule. Le Malawi se rendra sur la pelouse du Burundi. Le programme complet de ce jeudi s'annonce donc comme suit. 14h Guinée équatoriale Algérie à Malabo, 14h Lesotho Centrafrique au Toyota Stadium en Afrique du Sud, 14h Soudan du Sud, Congo à Djouba, 16h Burundi Malawi au stade Félix Houphouët-Boigny, 17h Rwanda Libye à Kigali, 17h Niger Soudan à Lomé, 17h Madagascar Tunisie au FNB Stadium à Johannesburg, 20h Bénin Nigeria au stade Félix Houphouët-Boigny et puis 20h Burkina Faso Sénégal au stade du 26 mars et à Bamako au Mali. Et voilà qui met un terme à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à Parfait Afodéou et à Samuel Kora pour la collaboration technique et éditoriale. Derrière moi, retrouvez Marcelin Baguedi pour les informations d'ici et d'ailleurs en Fongbe. Annonceur. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kasseto. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vente à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62.